Grégory est apparemment mort d'une overdose. Au début, la police a traité l'affaire comme un suicide, mais lorsque le corps a été examiné une seconde fois, deux détails ont attiré l'attention. Le premier était une bronchopneumonie. Le second était quelque chose d'encore plus curieux, d'étrange. Sa vessie contenait environ 550 millilitres d'urine. Pour ceux qui ne sont pas du domaine médical, cela peut même sembler anodin, n'est-ce pas? Mais en réalité, selon les spécialistes, ces deux éléments ensemble indiquent une situation très spécifique. Normalement, une personne commence à ressentir l'envie d'uriner lorsque la vessie atteint environ 150 ml et lorsque cela dépasse 400. Le besoin devient urgent. Autrement dit, quelqu'un avec plus d'un demi-litre d'urine accumulée aurait du mal à ignorer cela. Quant à la bronchopneumonie, elle peut apparaître lorsqu'une personne passe beaucoup de temps sans réussir à expulser les sécrétions des poumons. Ces deux signes apparaissent généralement chez les patients qui sont inconscients ou profondément sédatés. Et cela indiquait que Grégory était probablement resté dans cet état pendant environ 6 à 12 heures, mais le problème, c'est qu'il existait un témoignage disant qu'il était conscient peu avant sa mort. Si cela était vrai, cet état d'inconscience n'aurait tout simplement aucun sens, n'est-ce pas? C'est cette contradiction qui a commencé à soulever des doutes. Grégory avait-il vraiment décidé de mettre fin à ses jours, ou bien quelqu'un cachait-il ce qui s'était passé dans cette maison? Je suis Marcos Campos et c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Sur la chaîne, chaque semaine, au moins 3 nouveaux épisodes. Lundi, mercredi et vendredi. Active la cloche pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire, même un emoji. Si possible, deviens membre. Tu m'aides beaucoup pour la production des épisodes, d'accord? Bon, pour comprendre comment cette histoire s'est passée, il faut qu'on retourne au début, d'accord? Passons aux faits. Christine Margaret Brossom est née en 1976 à Memphis, dans l'État du Tennessee, mais elle n'y a pratiquement pas grandi. Encore enfant, sa famille a déménagé à Claremont, en Californie. C'était à cause de la carrière de son père, Ralph Rosson, qui était professeur d'université. Sa mère, Constance, travaillait également dans le milieu universitaire à l'université Azusa Pacific. C'était une famille structurée avec une bonne situation financière et un fort accent sur l'éducation. Christine était l'aînée et avait deux frères et sœurs plus jeunes. Pendant son enfance, tout indiquait qu'elle aurait eu une vie assez stable. Elle étudiait dans de bonnes écoles, avait accès à de belles opportunités et était considérée comme une fille très intelligente et très sympathique. Mais lorsque Christine avait environ 15 ans, sa famille a connu un autre changement important. Son père a accepté un nouveau poste en tant que président du Hampton Sydney College. Toute la famille a déménagé dans l'État de Virginie. Christine a donc été inscrite dans une école privée réservée aux filles, la St. Catherine's School à Richmond. Et c'est à cette période que les premiers problèmes ont commencé. Comme beaucoup d'adolescents, elle a commencé à expérimenter l'alcool, la cigarette et d'autres drogues. Là-bas, peu de temps après, est venue la marijuana. Et il n'a pas fallu longtemps pour que Christine commence à consommer de la méthamphétamine. Vers l'âge de 16 ans, cette adolescente, qui avait toujours été une fille exemplaire, a commencé à causer beaucoup de problèmes, des maux de tête à ses parents. Les 2 années suivantes ont été marquées par des conflits à la maison et une inquiétude constante de la famille face à son comportement. Malgré cela, lorsque Christine a terminé le lycée, elle a décidé de retourner en Californie. En 1994, elle s'est inscrite à l'université de Redlands. Même si le cursus n'était pas à temps plein, elle a décidé de vivre dans un dortoir sur le campus. Mais à cette époque-là, le problème de drogue est réapparu. Christine a fini par rechuter dans la dépendance aux substances. Peu de temps après, elle a abandonné la faculté. Une nouvelle étape. Après avoir abandonné la première faculté, Christine a traversé une période compliquée. Mais avec le temps, elle a réussi à réorganiser sa vie et tout le reste. Elle est donc retournée aux études, cette fois à l'Université d'État de San Diego. C'est pendant cette période qu'elle a rencontré un gars appelé Grégory T. de Villers. Ils ont commencé à sortir ensemble à l'université et se rapprocher en discutant beaucoup. Grégory était décrit par ses proches comme un gars très calme, très poli, et il était très dévoué à ses études. La relation a évolué très rapidement.
En 1998, Christine a terminé ses études universitaires avec mention. Et l'année suivante, en 1999, elle et Grégory se sont mariés. Pour ceux qui observèrent de l'extérieur, cela semblait être la vie parfaite. La vie qui avait enfin trouvé son chemin après tant de faux pas et de déraillements. Peu de temps après l'obtention de son diplôme, Christine a décroché un poste très important. Elle a commencé à travailler comme toxicologue au bureau du médecin légiste dans le comté où elle vivait. Son travail consistait à analyser les substances trouvées lors des examens toxicologiques afin d'aider à déterminer si des drogues ou des médicaments étaient liés à la cause du décès de la personne. C'était un environnement extrêmement technique, directement lié aux enquêtes criminelles. Mais alors que sa vie professionnelle progressait, certaines choses ont commencé à lui échapper. En l'an 2000, environ un an après le mariage, Christine a commencé une relation extra-conjugale, tu vois le truc. Et la personne avec qui elle s'impliquait n'était pas n'importe quel collègue de travail. Voyons si vous devinez, c'était son patron. Du laboratoire où elle travaillait, un médecin légiste appelé Michel Robertson. Le jour de la mort, le jour. La relation entre Christine et le docteur Michel a fini par créer une situation délicate dans cet environnement de travail. Ils essayèrent de garder cela secret, mais en même temps, la vie personnelle de Christine commençait à devenir de plus en plus compliquée. Son mariage avec Grégoire traversait une période difficile. À ce stade des événements, et quelques semaines plus tard, tout cela allait prendre une tournure complètement inattendue. C'est dans l'après-midi du 6 novembre 2000 vers 9h15 du soir qu'un appel a été passé au numéro d'urgence, l'heure 911. De l'autre côté du fil, une femme disait que son mari n'allait pas bien, qu'il ne respirait plus. Des équipes d'urgence ont été immédiatement envoyées sur place. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur place, ils ont trouvé Grégory de Villers inconscient sur le lit de la chambre. Il n'avait pas de pouls et malgré les tentatives de réanimation, Grégory a finalement été déclaré mort peu de temps après, à l'hôpital. Dans la chambre, certains détails ont tout de suite attiré l'attention. Sur le lit, il y avait des pétales de rose rouge éparpillés. Et sous un oreiller, il y avait une photo du mariage du couple qui avait eu lieu l'année précédente. Comme nous l'avons vu, il n'y avait ni billet, ni message, mais l'examen initial a révélé la présence d'une grande quantité de médicaments. Face à cela, l'hypothèse avancée à ce moment-là était celle d'une overdose intentionnelle. Autrement dit, le pauvre Grégory avait mis fin à sa vie. Est-ce qu'il avait découvert la liaison extra-conjugale de sa femme? Et, sur la base de cette conclusion initiale, l'enquête s'est pratiquement arrêtée là. Mais tout le monde n'a pas cru à cette version. On peut dire que c'était précipité, et parmi les personnes les plus dérangées par cela, il y avait Jérémy, le frère de Grégory. Il connaissait très bien son frère et il n'arrivait tout simplement pas à accepter cela. L'idée que Grégory ait décidé de mettre fin à sa vie n'avait aucun sens pour Jérémy. Alors, il a commencé à faire ce que la police ne faisait pas. N'est-ce pas enquêter plus sérieusement? Il a commencé à chercher par lui-même ce qui aurait pu se passer. Et c'est pendant ces conversations qu'il a eues avec plusieurs personnes que certaines choses ont commencé à apparaître. Il a vu des informations qui changeraient la direction de cette affaire. Là-bas, si on laissait les choses telles qu'elles étaient, cela allait être déclaré comme un suicide, et seulement les jours précédant la mort seraient pris en compte. Alors, en parlant avec des proches, Jérémy, le frère de Grégory, a compris qu'il manquait peut-être une partie importante de l'histoire. Parce que vu de l'extérieur, tout semblait très beau, très merveilleux. Quel couple mignon! Mais personne ne regardait derrière tout ça, n'est-ce pas? Alors, Jérémy a essayé de comprendre ce qui se passait réellement à cette période de la vie de son frère, de sa belle-sœur. Bien sûr, cela concerne les périodes précédant la mort. Et c'est là que des informations ont commencé à apparaître. Dès que Jérémy a dit il y a anguille sous roche, quelque chose ne colle pas », le mariage des deux, selon l'enquête de Jérémy, traversait une grave crise. Greg avait découvert que sa femme, vous voyez, était là avec le patron en train de batifoler dans le laboratoire. Ce médecin dont je vous ai parlé, le docteur Michael Robertson. Et ça, bien sûr, a complètement bouleversé Greg. Et la relation entre eux, évidemment, était en train de s'effondrer, de s'écrouler. Mais ce n'était pas le seul problème. Greg a aussi découvert que Christine avait recommencé à se droguer et il y avait un soupçon très inquiétant. Certaines de ces drogues pourraient provenir du laboratoire où elle travaillait. Tu te souviens qu'elle avait accès à tout là-bas, non?
Donc quand Greg s'est rendu compte de tout ça, le mariage, comme je l'ai dit, était devenu insoutenable. Et, d'après les témoignages qui sont apparus plus tard, pendant l'enquête, il aurait confronté sa femme à propos de tout ça. Et il a clairement dit qu'il n'était pas prêt à simplement ignorer ce qui se passait. Et bon, on continue, il voulait mettre un terme à tout ça. Mais peut-être que le lien le plus important dans tout ça se trouve dans la déclaration que, selon l'enquête, Greg aurait faite parce qu'il est allé voir sa femme et lui a dit: «Écoute, je vais dénoncer ce que tu fais, prendre des drogues là-bas au laboratoire, moi tout ça. Ça ne va pas rester comme ça. Non, toi et ton docteur, vous allez devoir répondre de ça, petit malin, petit coquin.» Cela impliquerait à la fois de révéler la relation extra-conjugale qui se passait dans le laboratoire, au sein d'une entreprise, tu vois, entre le patron et l'employé, et aussi le supposé vol de médicaments à l'intérieur du laboratoire. Si cela arrivait, les deux carrières partiraient en fumée. Ce n'est pas là, disons, nous avons des raisons dans notre fameuse triade de moyens, motifs, opportunités. Qu'est-ce que vous me diriez? Commentez. Pour moi, ici, avec tout ce scénario mis en place, ce n'est pas ça. La mort de Greg, maintenant, était, disons, marquée par des incertitudes et beaucoup de tensions. Mais il y avait un autre détail dans cette histoire, d'accord, qui ne serait remarqué que plus tard. Lorsque le corps de Grégory de Villers a été examiné pour la première fois, le médecin responsable de l'autopsie était, devinez qui, double ration pour celui qui trouve, lui-même, Dr Michael. La première autopsie. Les gars, c'est pour vous donner une idée. Déjà, le bazar qui est en train de se former là, ce n'est pas Dr Michael, le médecin-chef de l'épouse du gars qui est mort d'une supposée overdose. La intentionnelle, ce n'est pas ce qui se passe. C'est que, au début, comme personne ne savait rien, c'est passé. Tu vois, personne ne s'est douté de rien. Le gars était juste un médecin légiste et tout, il a analysé le corps et la vie a continué. Donc, il n'y a pas eu, disons, de suspicion, entre guillemets, tu vois. Le gars a fait l'autopsie là-bas et voilà. Et ses premiers examens indiquaient la présence d'oxycodone et de clonazepam dans l'organisme de Grégory. Ces médicaments pris en grande quantité peuvent causer une dépression respiratoire, tu sais. La personne respire alors très faiblement. Selon ces résultats, la conclusion initiale était celle que j'ai évoquée, et non une overdose. Et comme il n'y avait pas de signe évident de violence, la mort a alors été considérée comme un suicide. Pour la police, à ce moment-là, l'affaire était pratiquement close, résolue. Mais pour Jérémy, comme nous l'avons vu, c'était loin d'être résolu. Tu vois, le gars a fait son boulot là et a commencé à balancer les petites saletés au ventilateur. Le frère de Greg ne voulait pas accepter cette explication simpliste. Au final, il semble qu'il aimait vraiment son frère. Il n'était pas le seul à aimer ce gars à ce moment-là. Alors, tout ce que Jérémy a soulevé dans son enquête personnelle, disons, il a commencé à faire comme ça là-bas. Je vais parler de son dossier et il l'a apporté au gars de la police. Arrivé là-bas, il a dit: «Mes amis, vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas travailler, je l'ai donc fait. Regardez, analysez. Vous serez même trop paresseux pour lire, non? Tout est prêt, interrogez celui-ci ou celui-là. Vous découvrirez quelque chose de louche auquel vous ne pensez même pas.» Et finalement, c'est cela qui a poussé les autorités à prendre une décision importante. Le corps de Grégory devait être examiné à nouveau, cette fois-ci par une autre personne, bien sûr. Et c'est lors de cet examen que des détails sont apparus et ont changé l'affaire. La deuxième autopsie. Avec les doutes soulevés par Jérémy et le possible conflit d'intérêts de la première autopsie, les enquêteurs ont décidé que le corps de Grégory devait être examiné à nouveau. Mais cette fois, le travail ne serait évidemment pas effectué par le même laboratoire. Pour éviter tout soupçon d'ingérence, les analyses ont été envoyées à un laboratoire indépendant à Los Angeles. C'est lors de ce nouvel examen que des découvertes importantes ont été faites. La première d'entre elles a été la présence de fentanyl dans l'organisme de Grégory. Et ce n'était pas une petite quantité, d'accord? Les analyses ont révélé un dosage extrêmement élevé, environ 7 fois supérieur à la quantité nécessaire pour tuer une personne. Le fentanyl est un opioïde très puissant, utilisé en milieu médical, principalement pour le contrôle de douleurs intenses. Mais à cette époque-là, ce n'était pas une substance qui apparaissait fréquemment dans les autopsies courantes. C'est un peu ça, d'après ce que j'ai compris, non? D'après ce qui a été divulgué, ce n'est pas facile à détecter, ce qui laisse un doute, non? Si le docteur Michael a fait le rapport, alors je ne sais pas, hein? Par mauvaise foi ou il n'a vraiment rien remarqué. Mais lors de cette deuxième analyse,
Là, cette substance est apparue. Et, en plus du fentanyl, les spécialistes ont aussi trouvé ces deux détails qui ont déjà été mentionnés ici, au début de l'épisode. Grégory présentait là des signes de bronchopneumonie et sa vessie était aussi pleine, avec plus d'un demi-litre d'urine. Pour les médecins qui ont analysé le cas, ces deux éléments indiquaient que Grégory avait probablement passé plusieurs heures inconscient ou profondément sédaté avant de mourir. Cela ne correspondait pas à l'idée de quelqu'un ayant pris une dose létale de médicaments et mourant sur place. Encore moins avec quelqu'un qui aurait préparé la scène dans la chambre avant de mourir. Pensez-y. La vessie éclatée, le gars se préparant à mettre fin à ses jours. Ça n'a pas beaucoup de sens, évidemment, n'est-ce pas, les gars? Mais vous qui êtes des spécialistes, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que ça en a? Avec ces nouveaux résultats, l'hypothèse du suicide a commencé à perdre de sa force. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les enquêteurs devaient comprendre comment cette quantité de fentanyl s'était retrouvée dans l'organisme du pauvre Grégory. Quand ils ont commencé à approfondir l'enquête, plusieurs preuves sont apparues. Parmi ces preuves, il y avait des éléments qui indiquaient un homicide, n'est-ce pas? Dès lors, ils ont revu tout ce qui s'était passé les jours avant la mort de Grégory. Et au fur et à mesure que les informations étaient rassemblées, plusieurs éléments ont commencé à attirer l'attention des enquêteurs. Certains d'entre eux, d'ailleurs, réapparaîtraient plus tard lors du procès. Par exemple, la scène de la chambre. On a découvert que Christine avait acheté des roses rouges, j'en ai parlé. Il y en avait là-bas. Et pour cela, elle a utilisé la carte de crédit de son mari. Et elle a fait cet achat le jour où il est mort. Mais seulement dans l'après-midi, vers 12h45. Les pétales étaient toutes éparpillées sur le lit, exactement là où le corps de Grégory a été retrouvé. La décoration semblait reproduire, vous savez, cette scène célèbre du film American Beauty. Eh bien, l'heure de l'achat, cet horaire-là aussi est entré en conflit avec le témoignage de Christine, d'accord? Elle avait dit qu'à ce moment-là, elle était à la maison en train de s'occuper de son mari. Mais l'enregistrement de la carte montrait qu'elle était hors de chez elle. La tentative de crémation juste après la mort a également attiré l'attention. Christine a rapidement accepté le don des organes de Grégory, déclarant « Oh, je vais donner les organes » et ensuite on incinère tout de suite, comme si ce n'était pas vraiment son souhait. Pour la police, cela a été interprété comme une tentative, en fait angoissée, de brûler aussi des preuves. Heureusement, cela ne s'est pas produit car le frère de Grégory, Jérémy, faisait sa propre enquête et ne l'a pas permis. Un autre point important est le comportement. À la morgue, certains employés du laboratoire ont révélé plus tard que Christine et le docteur Robertson ont été vus en train d'échanger des baisers et des caresses à l'intérieur de la morgue. Tu te rends compte? Et cela se serait produit alors que le corps était encore là, en attente des procédures. Et puis les gars, il y a aussi le problème de la drogue, n'est-ce pas? Au cours de l'enquête, il a été confirmé que Christine avait recommencé à consommer de la méthamphétamine. Et il y avait effectivement des indices qu'elle volait des drogues dans le laboratoire. Un autre détail concerne l'appel téléphonique au travail de Greg. Le jour de sa mort, quelqu'un avait appelé le patron de Grégory pour dire qu'il n'irait pas travailler ce jour-là parce qu'il était malade. Cet appel a été passé par Christine. Et regardez, peut-être qu'ici les liens vont enfin se refermer. Un audit a suivi toute l'enquête privée de Jérémy, n'est-ce pas? Le gaz y mettait beaucoup de pression, alors ils ont fait un audit dans le laboratoire où elle travaillait. Christine est là-bas. Ils ont découvert que 15 patchs de fentanyl et aussi d'XM-Guiran de cette substance sous forme injectable avaient disparu de là. En plus de ça, il avait aussi disparu des quantités d'oxycodone et de clonazépam, ainsi que de la méthamphétamine. Les recherches sur l'ordinateur, les traces numériques, sont aussi apparues parce que lorsque les enquêteurs ont analysé l'ordinateur de Christine, ils ont trouvé de nombreuses recherches sur le fentanyl. Il y a aussi un autre détail, tu vois, les choses commencent à se relier, n'est-ce pas? L'enquête a révélé que Christine et le docteur Robertson avaient participé ensemble à un congrès médical, où l'utilisation du fentanyl était le principal sujet. Lorsque toutes ces informations ont été rassemblées, les enquêteurs ont commencé à croire que Grégory de Villers ne s'était pas suicidé, n'est-ce pas? Il était assez clair que quelqu'un lui avait fait ça, qu'on lui avait administré la dose létale de fentanyl. Et de plus en plus, les indices pointaient vers une seule personne. Ce n'est ni une arrestation, ni un procès. Avec toutes ces preuves réunies, l'enquête a progressé rapidement. Environ 7 mois après la mort de Grégory, la police a pris une décision. Le 25 juin 2001, Christine Rosson a été arrêtée, accusée d'avoir assassiné son propre mari. Même ainsi, quelques mois plus tard, elle a pu répondre au procès en liberté le 4 janvier 2002. Selon le dossier, ses parents auraient payé une caution d'1 million de dollars. En fait, plus d'1 million.
Le procès a donc débuté en octobre 2002, le crime ayant eu lieu dans la maison sans témoin direct. Une grande partie du procès s'est donc appuyée sur les aspects techniques, n'est-ce pas? Sur l'expertise, enfin toute la partie scientifique, et les spécialistes médicaux ont été appelés pour analyser les résultats toxicologiques. Les experts ont expliqué au jury qu'une personne ayant la quantité de fentanyl que lui avait dans l'organisme aurait difficilement pu résister. Elle n'aurait même pas pu rester consciente très longtemps, encore moins réaliser une activité normale, comme par exemple avoir préparé elle-même quoi que ce soit. Enfin, les spécialistes ont aussi relevé un point important. Les analyses montraient que les drogues dans l'organisme de Grégory avaient été administrées à différents moments de la journée. Cela laissait penser que quelqu'un lui donnait des substances petit à petit pour qu'il ne réalise pas qu'il était drogué, c'est bien ça? Durant le procès, le ministère public a soutenu que Christine avait commis le crime. Pour éviter que son mari ne révèle deux choses, sa relation avec le docteur et l'utilisation des drogues, tu sais qu'elle prenait là-bas au laboratoire. Bien sûr, l'affaire a explosé dans les médias, dans la presse, et Christine a commencé à être traitée de toutes sortes de noms, n'est-ce pas? Par la presse à sensation, de veuve noire, ce genre de choses, et aussi d'assassine aux pétales de rose. Le procès a duré environ 3 semaines, mais finalement, le jury est parvenu à un verdict. Christine Margaret Rossum a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et sa peine a été la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En plus, elle a reçu une amende d'argent, enfin pour une raison quelconque là-bas. Depuis lors, Christine purge sa peine à la prison pour femmes de Californie centrale, à Chotia, la plus grande prison pour femmes des États-Unis. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, car les années suivantes, l'affaire est revenue devant les tribunaux pour d'autres raisons. En 2006, la famille de Grégory a intenté une action civile pour homicide involontaire. Et dans cette procédure, en plus de Christine, le comté lui-même, là où l'affaire a eu lieu, San Diego a également été inclus comme défendeur. On disait que l'environnement de travail de Christine avait été négligé, non? Ils ignoraient ce qui se passait là-bas, n'est-ce pas? Elle a obtenu toutes les substances et cela a été déterminé. Le jury s'est encore prononcé contre elle. Il a été décidé qu'elle devait verser plus de 100 millions de dollars en dommages à la famille de Grégory. Le comté de San Diego a été condamné à verser 1,5 million. Ne me dites pas, ne me demandez pas, ne retirez pas ça de là. Mais plus tard, le juge a réduit ce montant. Voilà, d'accord? L'indemnisation punitive a été ajustée à 10 millions. Ah, maintenant, c'est plus abordable, hein? Quant aux dommages compensatoires, ils sont restés autour de 4 millions et demi. Ce procès visait aussi à empêcher Christine de profiter de cette affaire, comme ces assassins qui écrivent un livre sur leur histoire pour gagner de l'argent. C'est bizarre, moi j'ai même commenté ça dans une autre vidéo ici. Bientôt, si ça devient légal, les gars vont commencer à en faire du commerce, non? Enfin, les gars. Pendant que tout cela se passait, la défense, bien sûr, essayait de faire annuler la condamnation. À un certain moment, les avocats ont affirmé que les échantillons utilisés pour les examens toxicologiques pouvaient avoir été contaminés avant l'analyse. Selon cette ligne de défense, les échantillons sont restés stockés pendant environ 36 heures dans un réfrigérateur qui était fermé à clé avant d'être envoyés au laboratoire responsable de la deuxième autopsie. Enfin, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris cela, mais on a l'impression qu'il suggère qu'il y a eu une manipulation. Quelque chose dans ce genre. Quoi qu'il en soit, ces recours ont été rejetés. Et ce crime, bien sûr, a gagné en notoriété, car c'est l'un des crimes les plus connus impliquant des professionnels du domaine médico-légal. Au fil des années, il est apparu dans des documentaires et émissions télévisées. Quant au docteur Michael Robertson, qui avait quitté les États-Unis peu de temps après le début des enquêtes, il est retourné en Australie, où il a continué à travailler dans le domaine de l'expertise médico-légale. Je sais que vous vous posez des questions à son sujet, n'est-ce pas, les amis? Mais il n'y a pas tant d'informations que ça sur lui. Il ne me semble pas qu'il ait été officiellement inclus, je ne sais pas, comme co-auteur dans l'enquête officielle. Je ne sais pas s'il est parti là-bas, il n'y a pas ces histoires d'extradition. Ça ne me semble pas être le cas, non? Là, je spécule, mais je sais que le gars est là-bas. Apparemment, il travaille là-bas professionnellement, en tant que directeur d'ailleurs d'une société de conseil dans ce domaine. Et, selon les déclarations faites lors d'interviews, il a toujours affirmé qu'il n'avait eu aucune participation dans l'assassinat de Grégory. Je ne sais pas, ce n'est pas le rapport de la première autopsie, c'est ce dont je vous ai parlé, non? Est-ce que le gars n'a vraiment pas vu ça? Quoi qu'il en soit, cette substance apparemment est difficile à détecter. Mais je ne sais pas, ça m'a semblé un peu louche, mais innocent jusqu'à preuve du contraire. Je veux savoir ce que tu penses de cette histoire. Penses-tu que seule Christine est impliquée dans ce crime lâche? Dis-moi ton avis en commentaire.
Merci beaucoup pour ta compagnie, bisous de Rui, et à bientôt pour le prochain épisode.